Femme, 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 femme. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Zitata pour un nouveau numéro de Femmes, le magazine non mixte. Nous ne donnons la parole sur ce plateau qu'aux femmes, mais nous parlons de tout. Nous parlons d'économie, de culture, nous parlons de relations hommes-femmes, de politique aussi. Restez avec nous, vous êtes sur Zitata. Voilà, alors ce soir ou aujourd'hui, parce que cette émission est multidiffusée, donc avec moi deux femmes, comme d'habitude, on ne change pas le principe, je reçois à chaque fois deux dames et nous apprenons à les connaître, nous découvrons leur parcours et à travers leur parcours, on parle de faits de société, de sujets donc de société. Je pense, mesdames, qu'avec vous, il sera largement question de culture, de patrimoine, avec Marie-Ange Ravin et avec Fabienne Sainte-Rose, on va parler d'aide à la personne, on va parler d'écoute, on va parler d'inceste, de violence, et on va parler peut-être de résilience. C'est tout? De suicide. De suicide aussi. On va parler de choses graves. Et de rétablissement. Comme on a parlé de résilience, Voilà. de rétablissement. Voilà, on va parler de tout, sans tabou, mais je vous laisse vous présenter. Fabienne Sainte-Rose. Donc, effectivement, je suis toujours Fabienne Sainte-Rose. Je suis présidente de l'AMEVI, qui est l'association des 1001 victimes d'inceste. Mm-hmm. Et depuis 2 ans à peu près, on a rajouté un T pour le traumatisme. C'est pour ça que je suis désolée, Fabienne, mais derrière, donc on voit le mot AMEVI, mais il n'y avait pas le T, parce que je n'avais pas en tête le T. Et c'est assez récent. Voilà, mais pas de problème. Donc, c'est vraiment aussi pour expliquer que pendant presque 4 ans, il n'y avait pas le T. Et c'est vraiment au fur et à mesure de mon rétablissement que j'ai pris conscience que quand on mettait que victime d'inceste, on n'ouvrait pas la porte vers le rétablissement et vers la réparation. Parce que pour sortir de la victimisation, il faut traiter les traumatismes. Donc le T, c'est pour rappeler ça, le traumatisme, et il s'agit de santé aussi. Et donc je suis aussi directrice depuis peu de temps de SOS Crise, mais effectivement fondatrice de SOS Crise qui a été créée il y a 5 ans par le professeur Louis Géel, qui est psychiatre, et par le docteur Jean-Michel Sigvard. On va parler de ça, mais on va parler de comment vous êtes arrivé aussi à ces deux associations qui sont d'utilité publique en Martinique. Visiblement, mais c'est pas qu'on n'a pas encore fait la demande auprès de la préfecture de ce terme, de cette notion d'utilité publique, mais jour après jour, quotidiennement, on donne en tout cas toute notre énergie pour aider la population, mais pas qu'en Martinique, vous allez le découvrir. Hein. Donc, essayez pas tes fausses, tout le monde là qui besoin de nous. Icatisé, hein. C'est une femme de production aussi, parce qu'avant, vous aviez, dans votre précédente vie, vous étiez productrice, c'est ça? Voilà, donc je suis passée... j'ai eu, on va dire, plusieurs vies professionnelles et j'ai eu la chance d'avoir été formée au métier du journalisme à KMT avec Roland Laouché. Mais moi aussi d'ailleurs. Voilà, donc on est passé à la même école. Oui. Et après ces 2 ans de formation-là, j'avais choisi de monter ma boîte de production qui s'appelait la CAP, la Caribbean Amazon Production. Okay. Et c'est vrai que c'est lors de ma dernière tentative de suicide en 2012 que tout s'est un peu effondré et que j'ai dû me recréer. D'accord. En tout cas, on est heureuse et heureux pour tous ceux qui nous écoutent, puisqu'il y a des femmes, j'imagine, mais beaucoup d'hommes aussi. On a des retours. On est heureuse de vous avoir ce soir ou aujourd'hui sur ce plateau. On va parler sans tabou, on a dit, de ce que vous avez vécu, de ce que vous faites et de ce que vous ferez pour toutes les personnes qui ont besoin de vous. Alors, Marie-Ange, qui est très calme, qui est très sérieuse, qui écoute, vous connaissiez Fabienne, oui, c'est un personnage public. On s'est croisés, on a eu l'occasion de se croiser effectivement à KMT. Donc, ben voilà, écoute, moi je suis Marie-Ange Ravin, oui. Artisan, on va dire, parce que j'ai quand même ma petite entreprise sur Fort-de-France. Une entreprise de quoi? De vêtements, oui. Que je crée moi-même, des modèles que je crée, que je confectionne. Voilà, dans le poumon de Fort-de-France, on va dire le grand marché. Ensuite, artiste, voilà, encore une corde à mon arc. On va dire. Tu produis des choses, Place Bertin par exemple, c'est toi qui as fait ça, voilà. Tu as écrit, tu as... Tout à fait, oui, du début jusqu'à la fin, tout fait, costume, tout. On va en parler. Toute l'histoire de cette comédie musicale. Et puis voilà, encore une autre corde qui s'est mise à mon arc.
Je fais partie de la commission culture et patrimoine, vice-présidente de la commission culture et patrimoine, art, culture, patrimoine. De l'Assemblée territoriale de Martinique. C'est pour ça qu'elle est devenue un peu sérieuse. Tu peux rire, c'est pas grave, oui, sérieux. Parce que moi, je t'ai connue, tu étais animatrice d'une émission, c'est là que voilà, donc il y a eu l'émission La Vie à Belle, d'abord sur KMT pendant 13 ans, et puis ensuite à Zouk TV, Foot La Vie à Belle sur Zouk TV. C'est là que je suis venue, voilà. Voilà, il y avait d'ailleurs des femmes politiques. À la Palouza, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Mais il ne faut pas être sérieuse comme ça. Mais je suis toujours sérieuse, Barbara. Même si derrière ça cache quelqu'un qui a beaucoup d'humour, quelqu'un qui aime beaucoup faire des blagues, beaucoup donner des petites blagues aussi. Mais bon, je suis quand même... Bon, alors, vous parlez. Moi, je laisse mes invités se présenter. Pourquoi? Parce que je trouve que la façon dont on se présente dit un peu les priorités. Mais vous êtes aussi des mères de famille, mesdames. Vous êtes des épouses. Des grands-mères. Vous êtes des grands-mères. Alors, et Fabienne, vous avez une espèce de club de foot féminin. Donc, effectivement, donc, moi, c'est une femme divorcée, mais moi, c'est un maman-ish. Donc, j'ai 4 filles. Donc, mon aînée, Alexandra, a 27 ans, et elle vient de me faire grand-mère, donc d'un grand Rio. Félicitations. Merci beaucoup. Et ma cadette, c'est Claude, elle est dans le cinéma, elle fait des études à l'ESSEC à Paris. Et elle a 23 ans. Ma troisième, c'est Dalanda Germani, qui fait des études de médecine, qui est en 3e année. Et puis ma petite dernière, qui a 16 ans et qui s'appelle Aimée. En tout cas, ce sont mes enfants qui m'aident à tenir debout et à avoir envie d'aller plus loin. Voilà. Tes enfants et puis tes associations aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que quand je me suis présentée, je n'ai pas commencé par dire je suis en maman-ish. Donc, effectivement, parce qu'effectivement, quand on peut se dire, mais comment en maman-ish, 4 timounes qu'arrivé fait tentative de suicide? C'est vrai que quand on est débordé par les émotions, par la souffrance, qu'on soit maman ou pas, ou papa ou pas, rien ne nous arrête. Donc, c'est vrai qu'être parent, ça ne suffit pas à donner un sens à sa vie. C'est important, ça nous permet de garder les pieds sur terre, ça nous donne des défis, mais ce n'est pas suffisant. C'est important, on rentre dans le vif du sujet. C'est ce que j'aime avec Fabienne. Fabienne n'est pas venue ici pour rigoler, on va aller directement. Mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression, il y a des femmes d'ailleurs aujourd'hui qui ne veulent pas avoir d'enfants d'ailleurs. Il y a une espèce d'injonction et on a l'impression que ça remplit la vie d'une femme. Non, être maman c'est important, mais ça ne remplit pas forcément la vie d'une femme. En tout cas, dans ton cas, ça n'a pas été suffisant pour que tu n'aies pas eu envie de c'est vrai qu'on a vu, en tout cas dans nos sociétés, en tout cas martiniquaises, n'ont pas fait assez ish. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Voilà, on n'a pas visiblement... Les femmes ont entendu ce message que voilà, qu'on n'est pas que des mamans. Donc, elles ont vraiment... choisi de faire autre chose, contrairement à nos mères. Ma mère, je suis d'une famille de 10 enfants, je suis la 7e. Donc, ma mère a 74 ans aujourd'hui. Donc, même si et c'est une femme divorcée aussi, elle a dû élever seule ses 10 enfants. Mais voilà, les femmes d'avant faisaient beaucoup d'enfants, alors que les générations d'après... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le renouvellement est presque est limite. Quoi. Tout à fait. Et Marie-Ange, donc toi, on a parlé de tes activités, disons, à la ville, tes activités publiques, etc. Mais tu es aussi maman et probablement grand-mère. Je suis maman de deux enfants. J'ai un fils, une 50aine d'années, et puis qui m'a donné 3 petits-enfants. Et j'ai ma fille qui vit toujours là-bas en métropole. Elle, pas d'enfant. Alors, il a fait ça, tu as vu, il a fait « elle, pas d'enfant ». C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Elle a quand même tenté. Elle a fait plusieurs tentatives et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais pourquoi tu dis que c'est dommage? Elle veut, parce qu'elle veut, c'est ça? Parce qu'elle voulait, oui, parce qu'elle voulait. Elle a eu plusieurs tentatives et ça n'a pas fonctionné. Mais je crois que c'est dû aussi à son travail, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui part... Elle travaille dans une grosse maison de pub. Elle travaille avec vraiment de grands couturiers, de grandes maisons, ce qui l'oblige à partir souvent. Donc, elle est toujours entre 2 avions. Donc, je crois qu'elle n'a pas le temps de se poser vraiment pour Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un discours? Moi, dernièrement, il n'y a pas longtemps, je rencontrais une de mes tantes qui me parlait de quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas un discours qui culpabilise les femmes qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas avoir d'enfants? Est-ce que justement la société ne nous impose pas aujourd'hui? Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est toujours un peu mal vu. Moi à l'époque où j'étais célibataire, je n'ai pas d'enfant et j'ai eu ma fille à 40 ans.
Mais tu n'as pas d'enfant. Ah, c'est bizarre. Et alors, je n'ai pas d'enfant, Mais en même temps, on culpabilise celles qui en ont. Pourquoi? Moi, je vois... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Déjà, 4, c'est beaucoup. Je me rappelle, j'ai dû accompagner une de mes amies qui avait été très malade et elle avait eu un bébé et elle ne pouvait pas s'en occuper, donc c'est moi qui m'en occupais. Et donc, un jour, quelqu'un me croise dans la rue de Fort-de-France, me dit « Ah bon, tu as fait un 5e enfant, tu peux pas t'arrêter ?» Oui. Je vois qu'il a commencé à nourrir. Je pense, OK, peut dire moi, Maggie. Donc, voilà. Donc, c'est ça aussi. On juge les gens qui font des enfants. Mais tu sais pourquoi, Fabienne? Tu sais pourquoi l'histoire de femmes avec les allocations familiales? Exact, c'est ça. oui, C'est-à-dire qu'on te dit, maman ish, au cas pour allocation familiale ou café ish pour ça, quoi. Il y a ce discours-là aussi. C'est vrai. On ne stigmatise pas les femmes, mais c'est un discours qu'on entend. C'est ça aussi. Tout à fait aussi. Tout à fait. Mais je pense quand même que avec la conjoncture actuelle, c'est assez difficile quand même d'avoir 4-5 enfants à élever. Hein. Pourquoi? C'est l'histoire d'argent, c'est ça? Non, sans parler d'allocation familiale. Mais mais pas pour pouvoir les aider professionnellement, pour qu'ils se fassent une place dans la vie. Donc, mais en même temps, la vie qu'on mène aujourd'hui, elle est un petit peu plus agréable et plus accessible à la vie de nos grands-mères, de nos mères. Et voilà, donc si si nous, je ne sais même pas nos enfants, parce que visiblement, ils ont remarqué pendant cette dernière année-là qu'en Guadeloupe, il y a eu moins d'enfants nés qu'en Martinique. Donc, ça veut dire que c'est en train de repartir, les naissances. Mais si, effectivement, les gens ne faisaient pas d'enfants, c'est aussi à cause de la conjoncture économique. On ne peut pas mettre en société, puis 26% de chômage. Donc, c'est tout ça, c'est des projections. Oui, c'est des projections. Moi, j'avais dit à mes filles, vous allez faire des enfants quand je vais mourir. C'est pour te dire la gravité du truc. Donc, tu as raison, c'était comme une interdiction. La vie est tellement dure que je me disais... Voilà, mais c'est aussi les messages qu'on donne. Et je suis très contente que ma fille m'ait pas écoutée parce que je suis complètement gaga devant ce petit garçon. Et ça me donnait une seconde vie. C'est comme si c'était mon enfant. Donc, c'est comme si c'est moi qui avais 27 ans, on mettait un petit bébé en route. Et donc, voilà. Et ce sont nos représentations qui sont pas réelles. Donc, c'est pour ça que ce sont des représentations et qu'on se trompe. D'accord? Et quand on est confronté à la réalité, on doit faire face aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas, avant de passer au focus, est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce qu'on met là l'accent, on est en train de parler de moyens financiers, on parle de la dureté de la vie, mais moi j'élève ma fille de 14 ans, elle est au collège, je suis on va dire sur son dos. Parce qu'effectivement, les projections que j'ai de l'avenir, de ce monde qui est très concurrentiel, etc., où il faut s'épanouir, etc., mais je suis sur son dos, c'est-à-dire, ouais, tu as fait tes trucs, oui, mais c'est ça que je te dis. Oui. Et là, on ne projette pas ça, parce que là, on parle d'argent, de finances, etc. Oui. Mais c'est aussi de la disponibilité, c'est aussi du temps. C'est aussi, quand une mère, tu as tes problèmes et tout, tu n'as pas envie d'être à côté de tes enfants, tu as du mal, si tu veux. Et des femmes, alors, question posée, on parle de monoparentalité des femmes, et c'est un point de vue, et je veux avoir votre avis. Il y a une espèce de, pas de culte, c'est la réalité. Les femmes qui font seules, qui élèvent seules leurs enfants, parce que les familles monoparentales, c'est majoritairement les femmes qui sont à la tête de familles monoparentales. Moi, j'ai vu des situations où une femme seule qui élève notamment des garçons, mais pas que, adolescents, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, et je pense que dans les difficultés qu'on envisage, on ne projette pas ces difficultés psychologiques. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de finances, c'est une histoire de disponibilité, c'est une histoire de soi-même être bien psychologiquement, je pense que... Et ça, on n'a pas forcément en tête. Et une femme qui dirait, mais je n'ai pas envie de souffrir ça, je n'ai pas envie de prendre le risque, il ne faut pas non plus... C'est vrai qu'on a 41% de familles monoparentales en Martinique. Moi, c'est vrai que quand je me suis mariée à 24 ans et que quand j'ai voulu divorcer à 30 ans, mon ex-mari m'avait dit « mais je ne me suis pas mariée pour divorcer ». Donc, il y a cette réalité-là et c'est vrai qu'élever seule... C'est dur. 4 enfants, c'est pas richesse botable. C'est ton témoignage. Voilà. C'est clair. Et franchement, quels que soient les problèmes que j'ai eus avec ma mère, je me dis, mais comment elle a fait toute seule avec 10 enfants, quoi. Comment elle a fait du coup? Elle a eu beaucoup de difficultés. J'ai envie de dire que j'ai 9 frères et sœurs, mais là, je viens de perdre une de mes sœurs
du Covid là, au mois d'août, mais ça a été une vie de souffrance pour nous tous. Et donc, du coup, là, c'est vraiment comme si on essaie de prendre la revanche sur la vie. Et quand tu parlais effectivement de ta fille et d'être sur son dos, mais moi, déjà ma fille, je l'ai eue à 20 ans, donc très jeune. Elle était dans mes cahiers, j'étais en deuxième année de droit. Et donc, mes enfants m'ont toujours vu travailler. Et la notion première, c'est le travail. Voilà, on est d'accord. C'est le travail. Quand elle est partie... Et l'amour, quand même. Oui. Le travail, pas de problème. Mais le travail, et quand elle a quitté la maison, quand elle a eu son bac à 17 ans et qu'elle arrive à Montpellier pour ses études, elle m'a dit merci maman pour ces valeurs que tu m'as données. Parce que mes autres amis, ils ont pété bon, ils ont fait de la fête. Mais moi, je sais pourquoi je suis venue. Et si je rate mes études, ça ne va pas fonctionner. Elle a eu un beau parcours et elle continue et c'est le modèle. Et c'est une enfant épanouie, elle aime la vie. Et il y a des valeurs. 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 On est là pour parler des choses comme ça, messieurs, dames. On est désolés. Voilà, on dit ce qu'on pense, ce qu'on vit, pas vrai, Marie? Exact, tout à fait. Il ne fallait pas m'inviter. Non, d'accord. Mais moi, je suis comme toi. Tu vois, moi, j'anime, mais je dis aussi ce que je pense. Parce que c'est juste si on est dans le politiquement correct et tout, il ne faut pas dire et tout. Non, on est là pour parler des vraies choses, la vie réelle. Et le fait mot de l'histoire, c'est chacun fait comme il veut, comme il peut, avec les moyens qu'il a. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir la vision et le témoignage de femmes comme vous, mesdames. Alors, on a beaucoup parlé de ce point-là, mais je voudrais qu'on s'arrête donc à notre rubrique rituelle, la première, Focus. C'est comme ça que ça se passe dans Forme. On prend un petit bout et puis on déroule le fil et puis voilà, on a déjà passé 10 minutes. Alors, dans Focus aujourd'hui, donc Focus c'est quoi? C'est un fait d'actualité que je prends. Généralement, je prends, et je veux insister aujourd'hui sur ça, je prends les faits dans des journaux. Donc sur Internet, mais dans des journaux, de vrais journaux professionnels. Je ne vais pas dans les réseaux sociaux. Et je voulais faire un petit point sur les sources. Parce qu'il y a trop de fake news, trop d'infox, de choses inutiles, enfin qui circulent, où on raconte tout et n'importe quoi. Moi, je vais, pour les faits que je fais commenter généralement, sur des sites d'information professionnels. Donc un site d'information professionnelle, c'est un site où il y a... Donc ça peut être un site, où il y a un journal papier, mais même sur Internet, il y a des journalistes. L'information est vérifiée. L'information est vérifiée. Donc une information, c'est vérifié au moins 2, 3, 4 fois. Et puis qui c'est qui a donné l'info au départ? Donc là, je crois que j'ai pris les Échos et le Parisien, je ne sais pas. Donc c'est un fait d'actualité. Généralement, on va voir donc l'information. Donc c'est effectivement le Parisien et les Échos qui parlent d'un sondage en fait qui a été réalisé. Sondage ELAB pour AXA Prévention, donc qui dit que les femmes font passer leur santé après celle des autres. Donc ce sondage concerne environ 1324 femmes et 1181 hommes interrogés dans le cadre de cette enquête il y a quelque temps. Et en fait, 4 femmes sur 5 disent négliger leur santé. Donc elles sont plus nombreuses à dire qu'elles font passer la santé des autres personnes avant la leur. On suppose que c'est la santé de leurs enfants, bien entendu, la santé éventuellement de leur mari, ou voilà. Elles ne s'écoutent pas. Donc je voulais vous faire commenter ce fait-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Ange et Fabienne? Moi, je pense que c'est plus que réel, ça, parce qu'on a toujours tendance à regarder un petit peu si tout va bien à côté, et si même maman, surtout nous à cet âge, là, on s'occupe beaucoup moi, je sais que j'ai la mienne, là, Ta maman? Oui. Oui, ça va. Tout à l'heure, on a parlé des enfants. Ouais. Ça, c'est un vrai fait d'actualité, de société chez nous. Tout à fait. Et toi, tu t'en occupes? Très, très bien. Et moi, je suis obligée de prendre... Évidemment, de prendre sur ton temps. Consacrer du temps pour monter la voir presque tous les 2 jours sur le diamant. Donc, et tu es pas seule, tu as des sœurs et frères? J'ai la plupart de l'autre côté, bien sûr, dans l'Hexagone. C'est ça la réalité. Voilà. Et il y a mon frère et puis une de mes petites sœurs qui n'est pas très très bien, donc qui ne peut pas beaucoup s'en occuper. Donc avec mon frère, on essaie de partager. Alors il y a les nièces, vu son état maintenant, les nièces qui commencent un petit peu à s'approcher pour voir un petit peu comment on pourrait se partager un petit peu du temps pour s'occuper d'elles. Et donc, quand on dit qu'on s'occupe des parents, c'est aller les voir, faire les courses, les emmener voir le médecin, faire les démarches, quand il y a des aides à pas ou quoi, il faut remplir les papiers.
c'est Oui, les c'est impôts, ça, faire des ouais. déclarations d'impôts, Ouais. parce que même si ces personnes-là sont âgées, Mais il faut s'occuper de leurs faut quand même impôts le pour faire, voir oui, machin. faut quand même le faire. Éventuellement, quand, Ouais. voilà, c'est tout Quand ça. l'infirmière n'est Quand pas l'infirmière n'est pas passée, il faut passée, faire les appeler soins, l'infirmière, il faut- faire les Oui, soins. oui, Ça, tout ça à m'aide fait. moi, j'ai été touchée le jour où j'ai dû m'occuper de ma mère physiquement. Comme elle s'est occupée de moi quand j'étais bébé, c'est un retour qui vous fracasse. Hein. C'est Je ne clair. pensais pas qu'un Ça jour... t'arrive à quel âge, ça? Mais l'année dernière. D'accord. Et C'est douloureux, c'est c'est une douloureux. remise en question. Voilà. Ouais. Et je comprends qu'on demande à des tiers de faire ça. Oui, oui, oui. Parce que C'est coûteux. Oui, c'est coûteux. C'est coûteux psychologiquement. Ah. Parce qu'on n'est pas prévenu, on n'est pas préparé à être la maman de sa maman C'est vrai. ou de son papa. On n'est pas Tout à préparé fait, à ça. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là que il y a beaucoup de... On dit maman, bon j'aime Oui. maman, mais quand on la voit qui perd un peu ses moyens, ah bon, on s'accroche davantage. On n'a pas fait assez de bisous, on n'a pas fait... Je pars, des fois, j'ai les boules. Parce Et que tu je me as Oui. les larmes aux yeux, là, il ne Oui. faut pas pleurer. dis, comment elle va passer sa nuit? Oui, Et oui. puis là, de toute façon, là maintenant, on s'arrange pour qu'elle ne Quel passe âge pas elle a, sa ta nuit. maman? 97 ans. Ah, on dit bonjour à Mamie. Comment elle s'appelle? Ouais. Mamie Ravin? Flavie. Flavie, Mamie Flavie, on te salue. Et le diamant? Oui, Le diamant. le diamant. Moi aussi, nos familles. Parce que famille, moi, Kavin, des diamants aussi. Ah ben voilà. Mais il y a des de toute Sainte-Rose famille. dans ma famille. hein. Famille Ruffin. Oui, il y a des Sainte-Rose Voilà. aussi dans ma famille. hein, oui, oui. Oui, fin, oui. oui. Bon, mesdames, on va parler de ça après. Voilà. Le jingle mots de femme pour continuer à découvrir nos invités, Marie-Ange et Fabienne. Alors, j'ai toujours avec moi Marie-Ange Ravin et Fabienne Sainte-Rose. Donc, on discute depuis au moins pas loin de 20 minutes, hein, mesdames. Marie-Ange, tu n'as pas beaucoup de parler. Je voulais qu'on parle de ta nouvelle expérience, ta nouvelle stature de femme politique. Mon Dieu. Parce que c'est la première fois. Donc, tu es élue, tu es vice-présidente Oui. à la CTM. Vice-présidente de la commission culture, art et patrimoine. Oui. Donc, c'est-à-dire, tu sais que moi, j'ai toujours excellé dans le patrimoine. Depuis très, très jeune, je danse. Bon, j'ai fait partie du groupe des balisiers ici. J'ai travaillé un petit peu en collaboration avec le Loup-Bois-la-Ville. Après, quand je suis partie, j'ai monté un groupe en métropole, évidemment. Je fais partie de beaucoup d'associations également. Et voilà, quand je suis revenue, bon, toujours blindée de Begin, de Mazurka, de Calenda et tout. Donc, il y a eu le petit balcon, je crois que tu as dû connaître le petit balcon, où j'ai quand même eu l'occasion de travailler avec des ténors de la musique traditionnelle, Barel Copette, Nel Lancry. Et en plus, j'ai fait une longue recherche sur les costumes traditionnels. Et tout cela m'a amené donc à la comédie musicale La Place Bertin. En plus... Que tu as donné à Saint-Pierre, qui a été joué à Saint-Pierre. Non. Pas encore? Non, on n'a pas joué, à Saint-Pierre. Pas encore. On a Au fait Grand Carbet. Au Grand Carbet, à l'Atrium. Ça a été joué 18. On a fait quand même 18 représentations, dont une au Casino de Paris. Wow, bravo. Oui, oui. Donc là, et les gens redemandent. Donc j'espère que dans le programme que j'ai élaboré pour l'animation, pour animer nos villes, Donc c'est quoi ton projet? Tu as un projet C'est à nous, Oui. voilà, qu'on a d'ailleurs reçu à Saint-Pierre. D'accord. Donc c'est quoi? Alors, un projet C'est-à-nous, c'est là pour faire émerger notre musique traditionnelle, nos us, nos coutumes, surtout notre musique traditionnelle, et faire ressortir aussi tous les instruments qu'on n'entend pratiquement plus, comme l'accordéon qu'on ne voit plus. Et la clarinette. Oui, la clarinette également. Et il y a aussi, mais même nos musiques traditionnelles qu'on a du mal à entendre, ne serait-ce que sur les ondes aussi. Ouais. Donc là, il y a un beau projet qui s'appelle la fête de la Biguine. Pourquoi j'ai mis la fête de la Biguine? J'ai mis l'accent sur la Biguine, c'est parce que l'Australien qui va savoir, quand il va zapper sur Martinique, il verra la fête de la Biguine. Ça a quand même plus de poids que si je mets la fête de la musique traditionnelle. Oui, quoi. Oui. Donc j'ai mis l'accent sur la Biguine. Donc, et puis cette fête-là, où pourrait-on commencer cette fête de la Biguine? Sinon, à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Le berceau de la Biguine. Évidemment. Il y a beaucoup de gens qui... Et ton projet, donc, c'est d'être un peu itinérant, c'est ça? Voilà. Donc, il y a la fête de la Biguine, on a aussi la clarinette. La clarinette, qui dit clarinette dit Osdarlé.
le fief où est né Barreto, Alexandre peut-être. Stelio. Ah. Alexandre Stelio, c'était celui qui a, on va dire, propagé la biguine en France et ailleurs. Donc, il y a plein de petits programmes comme ça. Je veux pas Pas tout. dire petit. Il y a Oui. plein de programmes. Pas dire Petits et de gros, et D'accord. de gros programmes que j'espère qu'on fera résonner notre musique traditionnelle en 2022 si Madame ou Monsieur Covid nous laisse. Et Mais l'idée, on c'est fera quoi? en fonction L'idée, c'est toute de faire de façon. la transmission aussi, parce que Également. les personnes de certain âge connaissent ces musiques-là, mais bon, Mais les jeunes connaissent non. moins. D'ailleurs, la biguine, je pense que la biguine, tout comme la clarinette, il va y avoir une petite séquence oh, des masterclass. oui, exact, voilà. exact. Dans les écoles, pour que les enfants puissent savoir, connaître la Oui, biguine, d'accord. faire découvrir la biguine aux plus élèves, jeunes. aux plus jeunes, oui. Et puis la clarinette également, des instruments qu'on voit plus Qu'on voit beaucoup, peu. qu'on voit plus beaucoup. D'accord. Il y a Est-ce qu'il y a un projet de musée de musique, de musée de la... Il y a ce projet-là? un projet. Il y a eu ce projet, le musée, la maison de la musique. Il y a D'accord, ce ok. projet-là. Donc, Mais c'est un projet que vous allez reprendre ou bien non? non, c'est une maison qu'on va mettre en place, enfin, qui était dans les projets de l'Alliance. Alors, je pense que... D'accord. Oui, mais de toute C'est façon... après le conservatoire, parce qu'on a... Il y a le conservatoire. Il y a le conservatoire aussi, depuis qui est- presque 10 ans. Tu aurais aimé, toi, qu'il y ait un conservatoire Ben oui, Ah on oui, sait ah oui, tout à fait, oui. qu'on est une terre de musique. de musique, oui. C'est Il en le a parlé minimum. dernièrement, le Ils ont posé la président, première oui, pierre, hein, je oui, crois que c'était oui. en 2012 par là. Mais j'ai l'impression, Ça- moi, ça enfin, viendra. là encore, je vais peut-être On peut mettre faire confiance, on peut faire Pas des confiance problèmes. à Mais je l'équipe rappelle qui est- juste l'équipe qui est qu'on en a posé place, des oui. pierres. Oui. Il faut que les murs montent. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas bien saisi au niveau politique l'importance de la culture. Je crois Les qu'effectivement... opérateurs privés, par exemple, on parle de la Fondation Bernard Ayotte, il a sa fondation. Mais là, je crois que c'est le- vrai que la culture n'a jamais eu une place... Bah, pas aussi, enfin, je dis ça avec la réserve. Enfin, il y a quand même Fort-de-France qui a une politique d'enseignement culturel avec le CERMAC, avec le CERMAC, Aimé Césaire. oui, mis en Mais place au par niveau Aimé Césaire, territorial, au effectivement. niveau, j'ai l'impression, bon, il y a eu aussi l'école régionale d'art visuel. Enfin bon, mais de ce On peut qui est mieux montré, faire. de ce qui est montré, voilà, les musées, Il y a les eu des- choses il y a plus eu des éco- contemporaines. Ouais, il y a eu des écoles qui ont été qui ont vu Faites. le jour, qui ont été faites avec Étienne Jean-Baptiste. Il y a eu Oui. Musipro au Saint-Esprit pendant 2 ans. Après, D'accord. ça a été... ça a pris un autre nom après. Donc il y a Qui quand était même, souvent- tu dis qu'il y a eu- des initiatives. quand Oui, même. voilà, Ok, mais je peux- donc ça je n'a peux pas être jamais aussi été... généraliste. Ça n'a jamais... Ça n'a jamais explosé avec un projet qui serait quelque chose. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de faire comme les Guadeloupéens, même si c'était décrit, mais ils ont posé le Memorial Act. Lurel est venu, il a fait un truc, ça a coûté Terminé. 60 millions, 80 millions. Ouais. Il a dit, c'est pas grave comment ça va fonctionner, voici, et le truc est posé là. Et donc, c'était. Et chez nous, bon. On a posé la trium. Oui, il y a la trium. il y a la Il y trium. a la trium. Oui, il y a la trium. Donc, bon, Barbara arrête de dire des trucs. Donc, il y a plein de choses. Est-ce qu'on dirait qu'il y a plein de choses qui sont faites? Moi, j'ai l'impression, non, le conservatoire, ça peut être intéressant pour former les jeunes. Non Mais oui. Ouais. Et là, on attend que le Il va y conseil- avoir aussi une grande salle de spectacle, hein, entre 3 et 5 000. Où est-ce? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire encore. Mais s'il faut dire, c'est. Non, je préfère... C'est en projet. Bon, oui, ok. mais ça va se faire. Entre 3 et 5 000, une salle de spectacle. Il en a parlé dernièrement, le président. La culture, c'est important pour l'âme. C'est important Absolument, pour oui. forger une identité, pour qu'on se sente bien. Comment tu as fait? Tu nous parlais de tes tentatives de suicide, Fabienne. Donc on va rappeler. Bon, je pense que beaucoup de Martiniquais te connaissent, mais certaines ne te connaissent pas et on parle pas à ceux qui te connaissent. Donc toi, tu incarnes en Martinique les victimes d'inceste. On va dire ça. Oui. Donc effectivement, j'ai en 2014 créé, sous l'impulsion de mon psychiatre, un docteur Sigvard, la première et pour le moment la seule association de victimes d'inceste, puisque moi-même effectivement je suis une survivante. Donc j'ai été agressée par mon père qui était un homme politique, public, un prof, le Mapipi de la Martinique, comme titraient les journaux. Et porter plainte contre lui, le fait qu'il ait été condamné à 15 ans de prison, mais tout ça n'a pas suffi à me réhumaniser. Et c'est vrai que je n'étais pas suffisamment accompagnée pendant toute cette période, parce que c'est vrai,
J'ai porté plainte, j'avais 27 ans, donc en 2002, c'était vraiment la veille de la prescription, puisqu'à l'époque c'était 10 ans. Aujourd'hui, grâce au combat de face à l'inceste avec Isabelle Aubry, on peut porter plainte jusqu'à nos 48 ans. Et le procès, effectivement, il a duré de 2002. J'ai envie de dire à 2010, puisqu'il y a eu le dépôt de plainte. Il y a eu la première audience en 2006 où ça avait d'abord été correctionnalisé, mais comme ce n'était pas la bonne jurisprudence, donc du coup, on a pu aller aux assises. Et c'est vrai que mon père, il a utilisé sa notoriété pour se défendre, puisque même au moment du procès, il se pensait tellement intouchable qu'il a dit « Je suis l'ami du préfet Yves d'Assonville, donc vous ne pouvez rien contre moi. Ouais. » Donc, on ne dit pas souvent assez aux victimes que aller à un procès, c'est aller à la guerre. Donc, il faut être préparé. Et c'est vrai que de 2002 à 2010, j'ai pu mener ce combat-là. Mais ce n'était pas pour moi, c'était pour protéger mes enfants. Parce qu'on vous dit que quand vous ne dénoncez pas les choses, les prochaines victimes, ce sont vos enfants. Et comme il n'était pas question qu'à y arriver, donc ça m'a coûté. J'ai failli perdre ma vie, mais je suis allée au bout. Pourquoi tu dis que tu as failli perdre ta vie? Parce que, j'ai subi des menaces de mort, d'accord, et que même quand il était emprisonné, il était qu'à vrayer commission, maman m'a dit... Il n'a pas fini Pimrin, et que même quand il est sorti de prison l'année dernière, puisque Covid oblige, on a libéré certains détenus, même qui n'étaient pas arrivés au bout de leur peine, puisqu'il avait pris 15 ans et l'année dernière, ça ne faisait pas 15 ans. Donc, j'ai des menaces de mort jusqu'à présent de la famille de mon père. Donc, quand une victime se défend et dénonce les choses, elle se met en danger. Oui. Tellement mon ex-mari, qui est avocat et qui participait à une retraite au flambeau il y a 3 ans pour la victoire de ses copains à la députation, qui rencontre une des sœurs de mon père qui lui dit « Dis à Fabienne qu'on n'a pas fini avec elle. » Et là, mon ex-mari m'appelle pour me dire « Fabienne, arrête tes actions avec ton association. » Je lui dis « Mais on est en problème. » Je dis, toi, ce que je fais avec mon association, c'est la même chose que tu fais, toi, en tant qu'avocat. Oui. Donc, non, je ne vais rien arrêter. Donc, c'est pour dire comment les menaces continuent. Oui. Et même moi, mon cas, elle est quand même de l'avant parce qu'il ne s'agit plus de moi et que je ne suis pas seule. Et que la personne qui pense qu'elle m'intimide, moi, je déclenche tout de suite. J'écris au procureur. Et je sais que si quelque chose m'arrive, on saura où aller vérifier. Et tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas. On entend ça, que tu n'as pas peur. Moi, pas peur. Moi, j'ai croisé l'en Et tu as tenté aussi de mettre fin à tes jours. Quand je dis moi, c'est ça. Donc, je n'ai pas fait qu'une tentative. La dernière, c'était 2012, mais ma première tentative de suicide, j'avais 22 ans, c'était au Saintes. Et entre 96 et 2012, j'ai bien fait une vingtaine de tentatives de suicide. Donc là, que juste, excuse-moi de t'arrêter. Parce que ce que tu portais, cette douleur, c'était lié à l'inceste. C'était essentiellement ça qui faisait que tu voulais mettre fin à tes jours. Donc, ce qu'on m'a expliqué quand j'ai créé l'âme vie en 2014 et quand j'ai rencontré pour la première fois, donc en 2012, des médecins, des psychiatres formés au psychotrauma, parce que du coup, de 2001 à 2013, à 2012, on va dire, j'ai été traitée pour une maladie que je n'avais pas. On me traitait pour des troubles bipolaires. Moi, pas bipolaire, je souffrais juste de PTSD, de troubles post-traumatiques. Donc, effectivement, le fait d'avoir été violée pendant 7 ans, toutes mes interactions sociales étaient minées par ça. Donc, dès qu'un homme s'approchait de moi, même si c'était un mari, j'avais l'impression que c'était mon père. Donc, on appelle ça des reviviscences. Quand je donnais la tétée à mes enfants, c'était pas à mes enfants, c'était à mon père. C'était mon père qui était suspendu. Donc, c'est tout ça qui faisait que oui, je nourrissais des dépressions, surtout à chaque date anniversaire des agressions. Et comme les agressions se passaient le mercredi après-midi, le samedi après-midi, le dimanche, les vacances, donc c'est dire à quel point j'étais en feu. Donc oui, donc mon état de santé physique et mental était miné par ça. Et ce que j'ai développé aussi pendant mon adolescence, parce que Ça s'arrivait quand, ces agressions? À partir de mes 11 ans. D'accord. Et ce qui s'est passé aussi pendant mon adolescence, où je n'ai pas pu dire les choses, parce que ma pauvre mère, elle m'avait présenté à mon père, parce que moi, c'est en double échecon. Et j'ai découvert, du coup, au moment du procès, comme j'étais le fruit de quoi, parce que
parce que mon père, il a dit au procès, mais sans employer le terme violé, il a dit, mais voilà, qu'il a imposé des relations sexuelles à ma mère parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer la course et que jusqu'à présent, elle lui doit 150 francs. Donc, c'est aussi ça, la violence. OK? Donc, entendre ça pendant un procès, c'est de l'humiliation. Et pour ma mère. Et je m'étais dit qu'avant il sortait en prison, il faut que moi envoyer 150 francs en bas. Mais mon panier t'en fait ça. Bon, donc, maintenant, c'est en euros qu'il faut y mettre. Maintenant, c'est en euros. Mais mon capable, c'est pas même vaut ça. D'accord? Parce que encore une insulte qu'il a faite, il est libéré. Machin. J'enterre ma soeur de 51 ans. Qu'est-ce qu'il vient faire à la veillée? Qu'est-ce qui vient se pointer encore à la veillée? Donc, ces crimes incestuels, c'est un maguet qui n'est pas qu'à fini. Donc, on est dans un combat perpétuel de protection aussi. Donc, de protection. Mais ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même. Donc, à quel moment on guérit de ça? Parce que voilà, donc tu parles de. On est dans un petit pays, ta sœur est décédée, il y a une veillée, ton père vient, etc. Donc, cette espèce de. Si tu veux, voilà, on est dans la calebasse de l'île, c'est tout petit, donc comment tu fais pour échapper à ça et à quel moment on guérit de ça? Parce que quand on t'entend, on a l'impression que c'est quelque chose qui est toujours à vif. Est-ce qu'on guérit de ça? Eh bien, c'était ma principale question quand j'ai créé l'âme vie. Je voulais guérir, mais on guérit de la dépression, oui. D'accord, dans 90% des cas. Mais quand on développe des troubles post-traumatiques, donc les cauchemars, les reviviscences, voilà, ça, on apprend à vivre avec et à les maîtriser, les contrôler. Donc, grâce à des séances d'hypnose, à la méditation, voilà. Mais on n'en guérit pas, on vit avec. Et moi, j'avais écrit une lettre à Taubira et je lui disais ça, que c'était vivre avec les conséquences de l'inceste, c'est comme si on vivait avec le VIH. Oui. C'est juste ça, quoi. Et c'est un truc qui est incurable et tu dois apprendre à vivre et apprendre à être heureux avec. Hein, parce que, est-ce que tu dirais que tu es heureuse aujourd'hui? J'apprends parce que quand on souffre de ces choses-là, c'est vrai que j'ai essayé d'avoir une vie de couple, j'ai essayé d'avoir une vie de famille. Et jusqu'à présent, c'est difficile parce que du coup, j'essaie de construire une relation amoureuse avec quelqu'un, mais c'est compliqué parce que je souffre toujours de conjugopathie. Donc, je ne supporte pas la vie de couple. C'est moi qui décide si je veux te voir et quand. Et si je veux te voir, ça peut être une seule fois dans l'année et il faut rien me dire, quoi. Donc, je me rappelle quand on a donné une de nos premières conférences en 2015, il y avait un chercheur des États-Unis qui était venu, qui avait participé. Sa première question, c'était de me dire, mais et comment ça va sur le plan sexuel? Donc, c'est vraiment tout qui est impacté. Et on doit apprendre à se réparer jour après jour. Quand on a parlé de culture tout à l'heure, là, j'étais vraiment très émue parce que j'ai essayé et j'essaie parce que du coup, on a fait un film avec Laure Martin et Vianney Sauté et deux autres survivantes, donc Danielle Francis et Agnès Brézéfin. Et dans ce film-là, on montre aussi que j'ai utilisé le damier. Oui. D'accord? Le damier qui m'aide à avoir une autre posture que celle de victime. Donc, à me faire respecter, parce que même si je n'ai pas fait damier et puis personne dans la ria, mais ça te donne une posture et des valeurs aussi. Je peux te dire que depuis que j'ai commencé le damier en 2006, personne ne va bon main gaz. D'accord. Voilà. Donc, c'était la question, d'ailleurs, pour faire une manière d'extérioriser un petit peu ce que tu as à l'intérieur, peut-être. Oui. Qu'est-ce que tu penses de... Parce qu'elle parle avec force, avec détermination, mais comme si c'était quelque chose... C'était aussi... Enfin, je ne suis pas psychologue... C'était une posture précisément, tu sais, comme si tu es toujours en avant en fait. On te sent toujours, tu sais, toujours en train d'avancer, comme si c'était une détermination. C'est l'emblème de l'âme vie, c'est la montagne pelée. D'accord? Moi, je me suis identifiée, j'ai choisi la montagne pelée parce que je me suis identifiée. Déjà, quand les médecins m'ont rencontrée en 2012, j'étais en train d'écrire mon histoire de vie, j'étais en train d'écrire un documentaire sur l'inceste et je me vivais comme une terroriste à cause des multiples tentatives de suicide que je faisais parce que pour moi, voilà, j'étais comme un martyr, un terroriste. Et si je meurs... Le martyr et terroriste, c'est pas exactement la même chose. Donc, plutôt comme une terroriste, puisque quand je fais un attentat contre moi, quand je me suicide, pour moi, c'est un attentat contre moi. Mais les premiers impactés, ce sont mes enfants. D'accord? Et donc, je fais souffrir autour de moi. Donc, je me vivais vraiment comme une terroriste, comme une mine antipersonnelle. Et quand j'ai rencontré les médecins,
et que j'ai commencé à mettre du sens dans ce que j'avais vécu et aller vers la réparation et pas vers la guérison, parce que du coup, c'est une illusion. Si on me dit qu'il guérit, on me dit les conséquences d'un l'inceste, c'est qu'il est bondit. Donc, moi, je suis plus dans un chemin de rétablissement, de réparation. Et quand j'ai créé l'âme vie, j'ai pris la montagne Pelée parce que, effectivement, pour moi, la montagne, les volcans, il n'y a pas de vie sur Terre sans volcan, d'accord? Et pourquoi l'appeler? Parce qu'il n'est pas mort, elle vit, d'accord? Et que si elle doit représenter un danger pour la population, eh bien, les volcanologues, ils sont là pour prévenir et faire tout le monde partir. Mais pareil, pour moi, nos volcanologues, ce sont nos psychologues, nos psychiatres qui, voilà, si Fabienne rentre en crise, il faut mettre les enfants en sécurité, il faut mettre ses collègues en sécurité, voilà. Et donc, voilà, je me considère comme ça et les 2600 victimes que j'ai vues passer en 7 ans, c'est aussi ça. Les gens nous trouvent dangereuses. Le nombre de victimes qui se baladent avec des couteaux parce qu'on a compris qu'il faut se défendre, il faut se protéger. Marie-Ange, ouvre grand les yeux. Oui, moi je l'entends et je l'écoute avec vraiment beaucoup de passion parce que je me demande comment elle fait Pour tenir. Oui. Ah oui. Mais elle se soigne, elle est écoutée, elle t'a dit qu'elle fait de la méditation, elle fait de l'hypnose, et puis elle l'aide aussi, à mon avis, aujourd'hui, elle l'aide, et puis peut-être qu'elle aime, enfin, tu vas me dire, je fais un récapitulatif pour être sûr d'avoir compris, et peut-être qu'aujourd'hui, bon, comme elle a franchi certaines étapes de sa réparation, elle ne dit pas guérison, elle est capable de comprendre aussi peut-être le sens ou le rôle ou l'importance de son entourage, ses 4 enfants, maintenant son petit enfant, etc. Je ne sais pas, peut-être que tout ça participe, non? Voilà, et le fait peut-être d'en parler aussi avec autant de passion, oui, de autant de passion. force. Est-ce que quelque part ça te soulage un peu? Donc, je dis à moi qu'arriver, parler sans trop trembler, c'est compliqué on nous dit, les médecins expliquent souvent que quand une victime parle de son histoire, elle les revit. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de revivre. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de travail sur moi. Ça fait 7 ans que je fais ça. Mais à chaque fois, j'en parlais avant. Aujourd'hui, là, je me sens bien. Mais c'était chaud, hein? Oui. C'est comme si tu revivais le truc. Je pense que même quand je dis que ça va, mais c'est pas vrai. J'ai senti que toute la rage que j'ai contre mon père, voilà, donc voilà. Mais comment peut-il en être autrement? Première question. Et deuxièmement, alors ça c'est peut-être l'environnement un peu judéo-chrétien, une forme de culture judéo-chrétienne. Est-ce que le pardon est envisageable? Donc là, il y a dit moi ça, m'a dit pas bon dit. D'accord? Donc c'est Dieu qui pardonne. Moi je sais que je me suis pas vengée. Je ne suis pas descendue chez lui, je l'ai pas tué, d'accord? Je n'ai pas fait comme lui, je ne le menace pas, d'accord? Je le traite avec respect et que s'il a fait de la prison, c'est pas moi qui m'étais en prison, c'est lui, ce sont ses actes. Donc c'est pas mon travail de pardonner. Moi mon travail c'est de me réparer et d'aider les autres Alors comment tu fais avec l'âme vie? Donc c'est beaucoup d'écoute, tu parles de 2500 personnes. Voilà, donc l'âme vie essentiellement c'est des groupes d'entraide, voilà. Donc, on va laisser le terme groupe de parole pour les psychologues et les psychiatres, hein, puisque nous pas psychiatres et psychologues, nous sommes juste expertes de notre histoire. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Et donc, c'est un groupe de pairs qu'on organise depuis 7 ans et que malgré le confinement, eh ben, on est passé en Zoom. Donc, tous les samedis après-midi, d'accord, depuis 7 ans, ça veut dire 52 samedis par an, eh bien, nous réunit. Et là, samedi dernier, on était 9. Et avec le Zoom, du coup, comme on peut transmettre le lien à d'autres personnes, on a des personnes qui se connectent de Paris, des personnes qui se connectent aussi de la Guadeloupe, voilà. C'est pour ça que tu me disais que ça s'étendait un peu. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'au début, quand on a créé l'âme vie, on avait des groupes à 19, à 20. C'était juste impressionnant. Et c'est pas un groupe de professionnels. C'est vraiment la possibilité de partager son histoire, mais de façon très, très structurée. Chaque personne a 5 minutes. On a un thème à la fin. Donc, le thème du pardon revient souvent. On a un thème à la fin sur lequel on partage la sexualité, le pardon, la réparation, l'estime de soi. Et c'est le fait de partager sur ces choses-là et d'entendre les histoires des autres qui nous permettent de dire, OK, on s'appuie sur... Et on ne donne pas de conseils aux gens. Voilà. Et les personnes, effectivement, prennent ce qu'elles veulent des partages et continuent leur vie. Parce que
la douleur de cette expérience-là, c'est le fait de ne pas pouvoir en parler aussi. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'une femme qui vient... Est-ce que dans ton entourage, tu as des amis qui sont déjà venus te dire j'étais victime d'agression sexuelle? Non. Ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas évident, quoi, que quelqu'un vienne, oui, ça m'est arrivé et tout. Surtout, mais je ne le dis à personne. Quand on te dit ça, surtout ne le dis à personne. Il ne faut pas le dire. Donc, on imagine, tu as porté ça. À quel âge tu as décidé de 27 de ans. porter à 27 ans? J'ai porté plainte à 27 ans, mais du coup, j'ai commencé à rendre public, on va dire, mon histoire en 2014. J'avais 40 ans. Voilà. Donc tout le temps. C'est comme... parce qu'il y a eu une forme d'actualité autour de ces questions-là avec l'acte courageux de Karine Mousseau et de sa cousine à propos de Marc Pulvar, donc qui a fait comme une déflagration en Martinique. C'est une espèce de héros syndicaliste, CSTM, anticolonialiste, etc. Et puis il y a eu cette prise de position, enfin ce témoignage. Et on s'est rendu compte que ça fait longtemps que ça s'était produit. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs de ça? Karine, que je salue, quand j'ai créé l'association en 2014, elle est venue sur Zouk TV avec moi donner son témoignage. Et c'est vrai, je me rappelle son comment on appelle ça, son directeur de campagne de l'époque, je ne sais pas si c'est comme ça on dit ça, il avait dit non, ne va pas, machin. Et elle est allée, elle a pas nommé non agresseur, et comme moi je le fais là, je pas nommé non personne non plus, pour ne pas venir dire que je refait procès, donc là je parle de moi, donc je n'ai pas dit qui était mon agresseur. Et elle, effectivement, dès 2014, elle avait déjà commencé ce travail-là, et elle est membre de l'AMVI depuis 2014. Et son témoignage est super important parce que du coup, on reçoit à peu près une 50aine de témoignages de nouvelles victimes à l'AMVI. Là, on en est à 83 par an. Oui. Là, on en est à 83. Donc, et les gens nous écrivent en nous disant, c'est parce que j'ai entendu Madame Mousseau, une personnalité, dire les choses, même si vous, Madame Sensro, je vous entendais. Mais là, je me dis, si elle a eu le courage de le dire, de le faire, je peux le faire. Et c'est important. Elle a déclenché... Elle a déclenché une onde, en fait, qui était aussi peut-être arrivée avec MeToo il y a quelques années, 2017. Mais bon, là, c'est l'inceste, vraiment. Voilà. Et là, c'était aussi dans le contexte aussi de Camille. Oui, de Camille Kouchner, voilà. Avec la grande mais c'était le moment, c'était le moment. Et comme elle l'aime à dire quand elle en parle, elle dit, mais cette expulsion était possible grâce au travail de Fabienne et du professeur GL et de SES Crise et de l'AMVI. Donc, même si elle ne venait pas au groupe, mais elle reçoit tous les jours les trucs. Donc, elle a été portée par ça. Et aujourd'hui, c'est notre vice-présidente depuis 3 mois. Qu'est-ce qui fait que la parole ne sort pas? Qu'est-ce qui fait que les victimes d'inceste, elles le disent de plus en plus et je pense qu'elles seront peut-être mieux accueillies. J'entendais il n'y a pas si longtemps qu'il y avait un nouveau dispositif pour accueillir les victimes de violences familiales. Donc peut-être qu'effectivement cette parole-là sera peut-être mieux entendue. Mais qu'est-ce qui fait que la parole ne sort pas? Alors, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui ont peur. Donc, pourquoi ça ne sort pas? Pourquoi donc déjà, nous, on essaie de sacraliser la parole des enfants. Moi, je n'ai pas parlé avant... moi, la première fois que j'ai raconté ce qui m'était arrivé, c'était à une amie. On passait le bac en même temps, donc j'avais 17 ans. Et après, c'est mon ex-mari qui était mon fiancé quand on était à la fac, puisqu'on était en droit ensemble. Et quand il a vu les difficultés qu'on avait sur le plan intime, il m'a dit, mais t'as un problème, toi. Et donc, je lui ai touché 2 mots. Et donc, c'est lui qui est allé voir ma famille, ma mère et mes frères et sœurs, et qui leur a dit. Et la semaine dernière, c'était le thème de notre groupe de parole, notre groupe d'entraide, c'était comment sortir du silence. D'accord? Et les victimes, que ce soit garçons ou filles, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de garçons qui sont concernés, agressés par leur maman, leur grand-mère, leur grande sœur, la tati, les profs, la nounou. Ça, il n'y a pas dit ça, la belle-mère, la maîtresse du papa, ou agressés par des hommes aussi, des prêtres, le papa, le beau-père. Donc, les hommes sont très, très concernés par ça. Et la semaine dernière, c'était le thème de notre groupe.
effectivement, en général, quand une victime parle, le cathéter dit menteuse, C'est dit ça. vicieuse. C'est C'est pas ça. vrai ce que tu racontes. C'est Tu essaies de casser la famille. Hein? Tu fais l'intéressant. Tu Ouais. fais l'intéressant, mais Intéressant. c'est lui qui T'es une nourrit. vicieuse, qui nourrit, t'es c'est pas une petite possible. vicieuse, oui, Il y en a voilà, beaucoup ouais. qui sont placés, d'accord? Au moins dans 44% des cas, les enfants sont placés, d'accord? Donc c'est la victime qu'on sort de la famille, c'est pas pour la protéger. C'est elle qui, voilà, c'est elle qui est la coupable, quoi. Ouais. Et quand la personne des fois, quand la personne est condamnée, eh bien, les finis, peine les carrés, tu Tout n'en dans es le là, terrain. et puis qu'elle fait ravage encore. Donc, la difficulté de parler aussi, c'est la honte. C'est compliqué hein, d'aller dire. Vous Bah, pensez ton que ça a papa, été ma maman. facile de dire que mon père m'obligeait à aller faire des fellations, mais c'est des choses qu'on ne peut pas dire ça. Mais il y a C'est même- aujourd'hui que j'arrive à dire Oui, ça. et même, excuse-moi de revenir sur ça, il y a même, c'est un phénomène que tu peux nommer, à mon avis, le phénomène d'amnésie. Tu te demandes si c'est vrai, quoi. Un truc comme ça t'arrive, tu as 9 ans, tu as 10 ans, tu as 11 ans, tu dis mais non, j'ai rêvé, et puis ça se reproduit, mais non, et puis tu oublies, il y a un phénomène d'amnésie, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce deuxième point-là que je voulais aborder. On dit aussi que quand ça s'est passé dans la très petite enfance, le cerveau, il te oublie. protège. Il oublie. Il te protège, il te protège, il oublie. Tu zappes. Et là, avec l'autorisation de la secrétaire de l'AMVI, m'a dit, hein, je ne vais pas donner son nom, eh bien, elle, c'est une maman qui est venue à l'AMVI en 2015 pour accompagner sa fille qui était victime d'inceste de la part de son père et de son grand-père. Eh bien, au fur et à mesure des partages du groupe pendant trois mois, eh bien, cette dame Elle a de revécu. 62 ans, ses souvenirs d'agression sexuelle. Quand elle avait 5 ans, elle le dit, hein, elle participait, donc sa grande cousine, hein, qui était une adulte, organisait des partous d'enfants. La telle accueille nous. D'accord. OK? C'est des magueilles comme ça. D'accord? Et donc, la dame, ces souvenirs-là arrivent, elle a 62 ans. D'accord? Et quand vous êtes dans cette amnésie-là, vous ne pouvez pas non plus avoir les mesures protectrices pour vos enfants. Parce qu'en général, et je parle de son expérience, mais je parle aussi de celle de ma mère, que c'est ma grand-mère qui m'en avait parlé, mais ma mère ne me l'avait pas dit. Et c'est quand j'ai créé l'AMVI que du coup, elle a commencé des choses ont commencé à lui revenir. Ma mère a été agressée à 9 ans, elle a été enlevée par des hommes à Petit-Bourg et violée pendant une semaine. Oh là là. D'accord? Et après, elle a eu une vie de victime. D'accord? Partenaires multiples, violences conjugales multiples, obésité, parce que c'est ça aussi. C'est lié. Voilà, c'est ça aussi. Donc, ça touche tous les aspects du corps. Et l'amnésie post-traumatique, elle est très présente chez les victimes parce qu'on peut se dire, ah oui, que les violences commencent à 11 ans, à 12 ans, à 14 ans. Non, il y a beaucoup d'enfants qui sont violés à 18 Très, mois. très tôt. Donc, les gens là qui prennent des points pour dire, oui, il faut donner une vierge, machin, c'est la réalité. Moi, quand je dis, laissez maman était là pas mort avant l'âge adulte, eh bien, les souvenirs reviennent. Et c'est ces personnes-là aussi qui sont à l'AMVI. Et c'est pour ça que quand j'ai créé l'AMVI, il y a quelqu'un d'assez bien placé qui m'a dit, Fabienne, fais attention à toi, hein. Protège-toi et tes victimes. Évidemment, c'est des menaces. C'est D'accord? marrant parce que tu nous parles beaucoup de menaces, en fait. Donc, c'est un travail qui n'est pas facile à faire en Il Martinique. faut Ouais, qu'on était solidaire, bienveillant. Non, C'est pas ça, alors. Il faut en avoir conscience. Mais il y en a qui me disent, mais tu peux arrêter de parler de ça. Tu quittes quand la Martinique? Il dit, Il y a des gens qui te disent ça. Oui, oui. Pourquoi? Ce sont des gens qui ne veulent pas voir que ça fait partie de la réalité de notre... C'est peut-être pas plus ou moins qu'ailleurs, d'ailleurs. Mais c'est une réalité. C'est comme ailleurs. Moi, mais- cette année, j'ai reçu des appels de mamans pour leur fils de 3 ans qui sont en train d'être agressés. Est-ce que je dois me taire? Non. D'accord? J'ai reçu un appel, là, il n'y a pas 2 mois, d'une maman pour sa belle-fille de 13 ans qui est en train d'être violée. Est-ce que je dois me taire? Non, mais est-ce C'est qu'elle pas porte plainte? Elle ne porte pas plainte. Mais, non, mais comment Pourquoi dire elle ne ça? porte pas plainte? Mais oui, mais elle ne veut pas. Pourquoi? Qui c'est Donc, qui veut il pas? faut l'enfant. Donc, il faut expliquer aux parents qu'il y a un seul adulte ou une idée adulte, c'est papa et maman. C'est pas les enfants qui décident. C'est pas parce qu'un enfant t'a dit ne fais pas qu'il faut le faire. Je C'est dis, compliqué, Marianne. je dis, si votre enfant a un accident de la route, hein, il a le pied cassé, vous dites non, n'appelez pas les pompiers. Donc, vous n'allez- qu'est-ce que tu dis vous aux n'allez gens? pas- Tu dis qu'il faut porter plainte? Moi, qui a fait travail là, donc la priorité, ce que nous on dit, parce que c'est vrai qu'on peut dire
on peut penser que c'est la plainte, la sécurité. Non, la première sécurité, c'est d'en parler à un médecin. Médecin, psychologue, psychiatre, il y a l'UMJ. Et après, parce que après, ils peuvent déclencher effectivement une mesure de protection parce que la question, c'était que l'enfant ne reparte pas dans la famille. D'accord? Donc, il n'y a que il y a que la sphère médicale, psychologique qui peut rassurer et l'enfant et les parents. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et ça a pu suivre. Et vous trouvez, donc l'AMVI se trouve aux côtés des familles aussi pour l'aide, je sais pas, l'aide juridique, les accompagner sur ce chemin-là, parce que c'est ça aussi, c'est douloureux, quoi. Mais oui, quand je dis que c'est la guerre, quand on va dans un procès, il faut avoir l'argent, hein. C'est pas tout avocat qui apprend à être juridictionnel. Donc, mon ex-mari qui est avocat et ma meilleure amie aussi qui est avocate, j'arrive à leur dire, prenez, quand les victimes viennent me voir, est-ce que vous pouvez prendre telle personne à l'aide juridictionnelle? Ils acceptent parce que, voilà, c'est nous, c'est l'AMVI. Mais en général, il faut avoir les moyens parce que ça coûte cher. Il faut avoir la patience, la santé. Et quand on est victime, notre cerveau, il ne fonctionne pas très bien. On ne comprend pas tout. D'accord? Donc, les personnes ont besoin qu'on leur répète, qu'on les accompagne, qu'on leur explique la procédure. Et c'est vrai qu'on peut voir les personnes bien habillées, bien mises, et on comprend que la personne, elle est bien, quoi. Moi, les premières interviews que j'ai données, je disais, ouais, ben, dans ma tête, c'est Bagdad, quoi, c'est le foutoir. Et ça, il faut pouvoir avancer malgré ça. Et oui, il faut accompagner là. Et il faut savoir aussi que quand on travaille aussi avec l'Union des femmes, avec Culture Égalité, et qui n'avaient pas saisi, hein, avant qu'on arrive, que les victimes d'inceste et violences conjugales, souvent, c'était lié. Donc, je dû leur dire, mais 100% des membres de l'AMVI ont connu des violences conjugales. Donc, c'est pas en qualité monde et puis en qualité c'est ces mêmes mondes-là. Et pareil aussi pour les autres qui ont été victimes. Du coup, ils développent une espèce des mécanismes automatiques de violence envers les femmes, même s'ils les aiment. Mais c'est des mécanismes parce que pareil pour moi, mon ex-mari il a fini par me dire mais tu détestes les hommes. Tu détestes les hommes. Et je n'avais pas ce sentiment-là. Je n'avais pas ce sentiment-là. Qu'en pense Marie-Ange? Qu'est-ce que tu l'écoutes là? C'est des choses qu'on n'entend pas souvent, mais ça fait partie, c'est notre société que Fabienne décrit. Oui, tout à fait. Mais on a du mal quand même à s'imaginer que des choses comme ça se passent dans notre petit pays. Hein. Mais on n'est pas loin, on n'est pas hors du monde en fait. Ouais. La Martinique est un pays de 360 000 habitants dans un monde où ces choses-là sont pléthores. Dans des pays, c'est presque institutionnalisé d'ailleurs, mais voilà. Et voilà, peut-être qu'on a alors. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de vernis précisément ces valeurs qu'on annonce, la solidarité, etc. Est-ce que ce vernis-là n'empêche pas justement qu'on remette en question le comportement. Là, on se rend compte qu'il y a des gens qui disent « mais non, tais-toi, ça sert à rien, tais-toi ». C'est vrai qu'une association comme la tienne, je pense que ça doit aider quand même beaucoup de victimes. 2500, elle a dit en ce moment. À dénoncer ces actes-là. Mais il faut quand même avoir beaucoup de courage. Hein. Mais oui, mais elle te dit qu'on lui dit mais arrête ça, c'est pas la peine. Quand est-ce que tu pars? Mais bon. Mais je suis sûre que ça aide quand même beaucoup de victimes à dévoiler ce. Il ne faut pas oublier que je pense que toutes les deux vous avez entendu ça. Hein, Mampaka nourri cheval pour bas officier monter. Ça c'est vrai, ça. C'était et c'est pour beaucoup de familles toujours. C'est toujours vrai. Fondateur de notre société, donc on va pas faire semblant, quoi. Ok. Et quand Daddy Pline fait Touche pas à ma fille en 94, d'accord, c'était pas des histoires imaginées. Donc, j'ai envie de dire que ça qui passable, c'est ça qui parlait ça, c'est ça qui parlait tonne. Qu'est-ce qu'il faut dire alors, Fabienne? Il nous reste peu de temps, j'ai envie qu'on passe quand même un petit moment à parler de SOS Crise et puis redonner la parole à Marie-Ange peut-être pour sa conclusion. Qu'est-ce qu'il faut dire aux familles en forme sur AMVI, là, qu'est-ce que tu as envie de dire? Donc, parler de l'AMVI, c'est aussi parler de SOS Crise, d'accord? Puisque l'AMVI est membre fondateur de SOS Crise. Donc, c'est pour ça que j'en étais la secrétaire. Et ce qu'on a fait avec SOS Crise et l'AMVI, c'est que depuis une semaine, on a eu effectivement une convention avec le gouvernement, donc qui a créé en début d'année la CIVIS, la Commission indépendante
inceste et violences sexuelles sur les enfants. Et on a lancé une plateforme pour recueillir les témoignages, donc tant sur la nationale avec le CFCV, d'accord, et sur l'outre-mer pour tout Il y a un numéro de téléphone? Voilà, donc pour tout l'outre-mer, c'est toujours SOS Crise 0800 100 811 et c'est gratuit. Et le CFCV pour le national, c'est le 0805 802 804. Et aussi, on peut aller donner son témoignage directement sur le site de la Civise en remplissant un questionnaire aussi. Donc, c'est civise, CIIVISE.fr. Et sinon, le site aussi pour les témoignages, donc c'est témoignages avec S, arrobase, civise.fr. Donc, Civise, c'est toujours C-I-I, donc V-I-S-E. V-I-S-E. On va essayer de mettre ça sur le site, sur le Facebook aussi. Et là, en une semaine, on a reçu déjà, comme ça, une communication nationale, on a eu en une semaine SOS, c'est l'équivalent d'un mois d'appels. On a eu 254 appels en une semaine, dont 92 appels concernant les témoignages. D'accord. Et cette période de crise, on entend beaucoup parler de violences conjugales qui seraient en augmentation du fait de la crise Covid, du fait des confinements. Ce sont des choses que vous avez pu mesurer avec les appels à SOS Crise notamment? Donc tout à fait. Déjà, même dès le premier confinement l'année dernière, on a dû aider très tôt et encore là, c'est aussi une jeune fille qui était à l'AMVI, qui venait de se marier, d'accord? Et puis, premier confinement, SOS, aide-moi à m'en sortir, mon mari m'a violée, il me frappe. Donc, on a organisé sa protection. Le type, il a été conduit tout de suite devant le tribunal. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au cas qu'on a des gens à 8 mois, et puis 10 mois après, j'adhère pour qu'un an après, ils recommencent. Donc là encore, il n'y a pas un mois, on a dû intervenir pour cette même famille. Donc tu dis quoi? Il faut faire évoluer la loi, il faut faire évoluer les règles juridiques, il faut que notamment dans ces cas-là, alors il y a quand même les bracelets anti-rapprochement, mais etc. qui pas metté. Donc peut-être qu'il n'y a pas assez. Il y en a eu, il me semble qu'il y en a eu. Et pourquoi celui-là, il a échappé au bracelet? Et je vous dis, là encore, j'ai accompagné une petite famille aussi, juste au début du 4e confinement, 24 ans, 4 enfants. Et vraiment, je pense que ce confinement-là, cette période-là, permet aux gens de trouver la force pour sortir des choses. Parce que cette jeune fille-là, ici potée. Et Dieu seul sait comment on a été là, on lui disait fais ci, fais ça, mais elle n'arrivait pas. Mais là, en juillet, on ne sait pas comment elle a fait, mais aujourd'hui, elle est sortie de ça. Et sa crainte, c'est que, OK, il y a beaucoup de 6 mois, mais il passe à comment on est ça qui est géré. Donc, on a encore un gros travail à faire parce qu'on axe beaucoup les choses sur la prise en charge juridique, mais pas suffisamment sur la santé et surtout sur la santé des agresseurs. Parce que pour moi, ce sont des malades. Oui. On ne traite pas leur maladie. D'accord? Quand tu es violent, ce n'est pas un comportement social, c'est une maladie. Donc, si on n'a pas qu'à traiter ça, nous cachons avec de l'eau en panier. Donc, il faut vraiment mettre du soin psychologique, psychiatrique sur les agresseurs. On demande aux victimes de se soigner, d'accord? Il y a qu'à envoyer nous qu'un psychiatre, qu'un psychologue, qu'un machin. Mais il n'y a pas qu'à soigner les agresseurs. Et puis, on s'étonne que nous cachons avec de l'eau en panier. On n'a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre ça. Ne t'énerve pas, Fabienne. Je ne suis pas énervée. On pas énervé, on pas énervé. Pas diabolisé sur les plateaux. Il n'y a pas encore d'éruption. Il n'y a pas la montagne est calme. Non, la montagne est calme. Vous savez que c'est presque fini. Enfin, on a presque fini l'émission. Il y a une question que je pose à toutes mes invités. Quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Waouh. Marie-Ange. Alors, est-ce que tu as la réponse, Fabienne? Moi, je n'ai pas de honte à dire quand même Césaire, puisque ma dernière fille, elle s'appelle Aimée, et parce que je cherchais vraiment quelqu'un qui avait changé les choses pour nous et aussi pour la Caraïbe. Donc, mon pas PPM, mon pas ni pour 4 PPM, mais voilà. Mais pour moi, mais Aimé Césaire a changé ma vie aussi, parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, mon père ne comprenait rien. Je dis, mais c'est un truc élitiste, tout ça. Mais quand sa poésie. Quand je me suis retrouvée à Grenoble, devant mon psychiatre et qui m'a dit, Madame Sainte-Rose, allez lire Le Mois laminaire. Ah, c'est beau. Je me bats pour un poulpe. Et il m'a dit, mais ce que vous vivez là... Je me bats pour un trou de poulpe avec un poulpe. Il m'a dit, ce que vous vivez là, Césaire l'a écrit. Oui. Donc, je souffrais de l'exil, d'accord? Et puis, tous ces PTSD dont on ne veut pas parler, des conséquences de ces 400 ans d'esclavage, il ne faut pas croire que c'est fini, d'accord? Et donc, Césaire est beaucoup plus que ce que certains nous montrent.
C'est-à-dire? Il est C'est un poète, c'est un immense poète, c'est un humaniste. Il a fait un travail. Comment je l'ai découvert? Donc, c'est sur le plan psychiatrique, vraiment. D'accord. Il y a une étude de son œuvre sur le plan psychanalyste. Donc, c'est pas que de la littérature, c'est pas qu'un homme politique. Quand on regarde que c'est un fondateur, c'est pas n'importe qui ça. Et en fin de compte, je serais... Il n'y a pas qu'un homme, il y en a deux. Frantz Fanon, c'est lui qui est dans ma PP. Et puis c'est un psychiatre. Voilà. Et c'est un psychiatre. Et c'est lui, on parle de résilience C'est lui, ta aujourd'hui. PP, c'est quoi? Ma photo de profil de mon WhatsApp. Oh, OK. sorry. Tu as bien vu que c'est un homme. Et glissant. Parce que Ah oui. Frantz Fanon, il Bouglam, très jeune à 36 ans, mais c'est lui qui a posé les premières notions de PTSD. Parce que les gens avaient l'habitude de dire mais que les Africains ou bien les Arabes, ils étaient fainéants. Mais il était en train juste de décrire ce que c'était le système colonial, voilà, les troubles liés au système colonial. Voilà. Donc voilà, je suis pas une femme à un homme, je suis une femme à minimum deux hommes. Donc c'est Fanon et Césaire. Et Marie-Ange voulait rajouter glissant. Pourquoi glissant? Récemment, on a fêté son anniversaire. Oui, en plus dans ses écrits, il a dénoncé quand même certaines choses et qui lui a valu d'être expulsé de France, on va dire. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai lu un petit peu glissant. Donc, et puis, je suis contente qu'il soit enterré au diamant. Hein. Oui, et puis pour moi, c'est un intellectuel. Bon, les trois, c'est effectivement un triptyque. Mais glissant, tu n'as pas cité glissant, toi? Non, je ne suis pas. J'ai pas réussi. Tu n'as pas réussi, oui. J'ai acheté le Tout le monde, tout ça, mais j'ai pas réussi. Ouais, j'ai pas réussi. Okay. Déjà, Césaire, c'était compliqué. Déjà, Fanon, c'était compliqué. Donc, intégrer ces deux-là, c'est non. Oui. Glissant, je me suis jamais laissé glisser. Il faut lire le discours antillais, qui est peut-être plus simple que peut-être même son théâtre. Le lire et le relire, hein, pour bien. Oui, moi, j'aime beaucoup Glissant, sans avoir tout lu, parce que pour moi, c'est un auteur et un philosophe moderne, d'une très, très grande modernité, qui à la fois dit qui on est, mais qui on est avec les autres. Et l'idée, enfin, le concept d'identité-relation, d'identité-rhizome, moi je trouve ça exceptionnel, qui dit vraiment qui on est, quoi. On n'a pas une racine unique, on a une racine multiple, et en plus on est projeté vers les autres. Et ça, je trouve que personnellement, moi j'aime beaucoup. Ça parle. Ça me parle beaucoup. Bon, c'est le mot de la fin maintenant, hein, sans transition. Je vous avais dit que le temps passait vite, hein, Marie-Ange. C'est vrai, ça va vite. Alors, Marie-Ange, tu sais que c'est la fin, là. Oui. Bon, rajoute, tu dis ce que tu veux. C'est le mot de la femme. Alors, moi, j'essaye, en tout cas, de par mes fonctions à la CCM, en qualité de vice-présidente de la Commission Culture, Art et Patrimoine, j'essaye de faire émerger notre patrimoine culturel. Et j'aimerais que la Martinique, l'année à venir, 2022, malgré nos soucis, nos inquiétudes, on va dire, avec la pandémie, j'espère que dans toutes nos communes, on va entendre nos Biguines, nos Mazurka, nos Chouvalbois, nos Bellets. Notre zouk aussi, un petit peu? Oui. Le zouk aussi. C'est patrimonial, le zouk. Oui, on l'a, nous. Le zouk c'est à nous, zouk. Ah oui, de toute façon, ça s'appelle C'est à nous. Le zouk également, et j'espère que les artistes vont adhérer. Alors, je profite pour dire Tambouillé. Et Tambouillaise. Oui, parce qu'on en a aussi maintenant. Tambouillé, c'est un beau programme pour le 22 mai, donc j'ai besoin de beaucoup de tambouillés. Accordéonistes, harmonicistes, appelez-moi, je peux donner mon... Et puis Kadri, Mademoiselle Cavigny. Otaï, oui, c'est là aussi. Dormier. Oui, tout à fait, la Otaï, les Kadri. Donc, on a besoin de tout ça. N'hésitez pas. On aura l'occasion d'en reparler. On va faire travailler quelques artistes pendant ah non, ils en ont besoin. Toute l'année 2022. C'est pour ça que j'ai accepté de rejoindre l'Alliance. Zitata va se faire l'écho de ça et puis tu vas revenir pour parler de ce projet et nous raconter comment ça va. Tu n'as pas lâché ton numéro. Tu dis que tu donnes ton 06, c'est pour ouvrir la J. 28 97 72. 28 97 72. Ça, c'est le numéro de Marie-Ange. Fagala Kassoti.
oui, tout le monde a le numéro de téléphone. Mais nous, pas hein. du problème. Hein, Bon, de toute Elle est façon. protégée. Elle est protégée. Par Fabienne. Alors, Fabienne, le mot de la femme. Le mot de la femme, eh bien, patience, résistance, résilience. Et puis j'invite en tout cas les femmes hein, et les hommes aussi qui ont été victimes d'inceste ou de violences sexuelles dans l'enfance à se rapprocher de SOS Crise en nous contactant au 0800 100 811 pour donner leur témoignage. Et puis j'ai envie de dire que tant qu'on est encore en vie, on peut changer les choses et il faut continuer à vivre plus qu'en solidarité, mais en fraternité, comme nous l'a appris dernièrement notre nouveau préventeur Thierry Doll, puisque SOS Crise, c'est ça aussi. Mesdames, vraiment, plus que d'habitude, le temps était trop court. Merci d'être venue, Marie-Ange Ravin. Merci. Merci, merci Barbara. Merci Fabienne, beaucoup. merci d'être venue avec cette parole si libre et vraiment, je vais pleurer là, voilà, ça y est. Si sans tabou, on l'a dit, avec autant d'humanité, de sincérité, et puis on sent ta force, j'ai envie de dire ta rage. Merci d'être là pour les gens que tu écoutes, hein, SOS Crise et puis Amvi, mais vraiment c'était un plaisir, vraiment générique. À bientôt. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine émission de Femmes avec d'autres femmes toujours aussi inspirantes. Merci mesdames. Merci Barbara. À bientôt. Bye bye. Femme.